toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Rivers, comme tous les matins, ou presque, en tout cas tous les matins de semaine. Et comme vous le savez, le lundi, on se fait un gros point sur le week-end, sur tout le week-end de basket. On a été gâtés, encore une fois, décidément, on vit des très beaux playoffs. Trois matchs donc ce week-end. Samedi, les Nuggets avaient battu les Suns en ouverture des demi-finales de conférence à l'Ouest. Et hier soir, il y a eu deux matchs à heure européenne en plus. Donc c'était vraiment une belle soirée de basket. Miami qui a battu New York 108-101 à New York. Et les Warriors qui ont gagné ce game set décisif contre les Kings 120-100 avec une performance extraordinaire de Stephen Curry, 50 points. Pour en parler, je suis rejoint par Shai Mamou. Salut Shai. Salut Antoine. Grosse soirée de basket à heure européenne. On a eu de la chance. On a deux matchs à 19h et 21h30. Ça nous fait un peu plus de sommeil que d'habitude. Et franchement, on s'est régalé. C'est clair. Je te propose qu'on commence évidemment avec l'éléphant. Je ne sais même pas si c'est un éléphant à ce stade. Le tyrannosaure qui est dans la pièce. Les 50 points de Stephen Curry. Le record sur un game set. J'ai vu quelques très belles perfs dans ma vie de passionné de basket. Une comme ça, j'ai rarement vu. J'ai déjà vu des joueurs marquer plus de points que ça. Mais là, honnêtement, les 50 points de Curry m'ont scotché. Bah, pareil que toi, là où ça te scotche, c'est que pour le coup, s'il le fait pas, s'il fait pas ça, les Warriors gagnent pas, je pense. Il y a eu plein d'autres paramètres dans le match, cette deuxième mi-temps où ils ont surdominé au rebond avec Kevin Looney dont on reparlera. Mais ce match de Curry fait, le terme est pas galvaudé. Je pense que ça entre dans sa légende, dans la légende, on Ouais. verra, mais dans sa légende à lui qui était déjà pourtant bien écrite, bien établie. Le fait de le voir dans un contexte aussi chaud, je veux dire, ils sont à l'extérieur dans une salle qui est bouillante, qui attend qu'une chose, c'est de faire tomber les Warriors, de mettre fin à leur dynastie. Et lui, il arrive avec le sourire, euh, avec les dents pointues de l'assassin, et il te met 50 points en prenant plus de shoots qu'il en a jamais pris, je pense, en tout cas dans un match sans prolongation. 38, ouais. 38 shoots, avec du drive, avec du shoot, avec ce fameux, ce fameux speech qu'il y a eu, qui a été relayé dans les médias maintenant, là, alors qu'il est par The Athletic notamment, où on apprend qu'il a. Pour une fois, c'est lui qui a pris le contrôle du speech de l'avant-match de la veille, en tout cas, où tellement il a mal dormi après la contre-performance du Game 6, il a demandé à Draymond de lui laisser faire le discours, et où il a fait un truc que ses coéquipiers ont après qualifié de vibrant et qui a changé la donne. Il leur a clairement dit bah, laissez-moi, ayez confiance en moi, montez dans le train et ça va bien se passer en gros. Mm. Et ceux qui sont pas là mentalement, vous pouvez rester à San Francisco, mais ceux qui viennent là, c'est pour réussir quelque chose de grand. Et puis bah, il l'a fait. Pour une fois, on- la deuxième mi-temps a été moins serrée que ce qu'on pouvait penser, parce qu'à la mi-temps, Sacramento mène de 2 points et est bien dans le match. Encore une fois, on va saluer ce qu'ont fait les Kings dans cette série. Et puis bah, Curry prend les choses en main, dans un style qui n'est pas forcément le sien, celui de jouer un peu pour lui. Mais c'était invraisemblable. C'est le genre de match dont on va se souvenir après quand on repensera à sa carrière, même si c'est que un premier tour et qu'après on peut pas deviner ce qui va se passer. Mais c'est le genre de match où t'es scotché devant ton écran et tu es en train de te dire que tu es en train de vivre quelque chose d'incroyable. Ouais. J'ai envie de revenir un peu sur le speech. Alors, évidemment, on l'a appris après le match. Je trouve très intéressant que Stephen Curry ait pris la parole. On a souligné plusieurs fois le manque d'envie des Warriors Mm. ou, ou plutôt le manque d'agressivité, un manque d'intensité. Et là, sur ce Game 7, on a clairement vu une équipe des Warriors bien mieux mobilisée, en tout cas défensivement. C'est la principale différence que je mets pour moi entre Golden State et Sacramento, c'est qu'il y a une équipe qui peut faire des stops et l'autre non. Sacramento n'a pas su faire des stops. À aucun moment, ils ont réussi défensivement. Alors évidemment, ils étaient face à un mec légendaire en face. Mm. Et voilà, mais pour faire des stops, il faut avoir l'envie, il faut avoir la motivation, il faut avoir la détermination. Et je pense que quand Curry parle, ça marque plus du côté de Golden State. À mon avis, c'est pas le mec qui prend le plus souvent la parole dans le vestiaire. On le sait, hein, même si c'est le leader de cette équipe. Et je pense que voilà, Draymond Green est souvent le gueulard attitré, mais Draymond Green, sa parole porte peut-être moins dans ces situations, notamment auprès de certains jeunes joueurs. Là, Curry qui remet un peu tout le monde à sa place, qui remet les égaux, qui rappelle à tout le monde qu'il faut jouer, qu'il faut défendre et qu'il faut se faire confiance et lui faire confiance, je pense que ça a un impact d'autant plus grand. Et les Warriors n'ont pas été très bons offensivement au-delà de Curry. Mm. Klay Thompson, 4 sur 19. 4 sur 19. Andrew Wiggins rate des tirs. Même si Wiggins, je l'ai trouvé bon.
Il a manqué de réussite, il a manqué de réussite au lancer, il a manqué un peu de réussite au tir, mais dans l'ensemble, je l'ai trouvé bon, notamment au début. C'est le seul qui surnage. Allez, je vais même aller un peu plus loin dans mon raisonnement. J'ai l'impression que les Warriors, aujourd'hui, et c'est fou de dire ça d'un champion en titre, ils n'ont qu'une seule star en attaque, en fait. Il leur manque cette deuxième star qui fait la différence en dribble. Klay Thompson, il peut sortir bien sûr des gros matchs, il va mettre des tirs, il y a des matchs où il va être bon, mais il fait plus vraiment la différence balle en main. Faut pas se mentir. Après ses blessures, il a plus ce jus. Il y a une époque, il avait un jeu de haut au panier, il était même capable de jouer quelques pick and roll. Ça n'a jamais été un grand dribbleur, mais il y avait quand même quelque chose. Là, il n'y a plus les fois où il essaye d'aller vers le cercle, il perd la balle, il se dribble sur le pied. Enfin bref, il lui manque ça. Jordan Poole est pas assez fort défensivement et je pense vraiment qu'il est en train de perdre sa place, ou en tout cas ses minutes dans la rotation au profit de Moses Moody qui a été bon. Draymond Green est un bon playmaker, mais bon, voilà, la défense va le laisser tirer autant de fois que nécessaire. Wiggins, c'est plus ou moins la deuxième star, mais c'est pas non plus le joueur le plus talentueux individuellement de la ligue, même s'il il est fort et il est très intéressant, il est capable de jouer des 1 contre 1. Mais bref, beaucoup de choses tournent autour de Stephen Curry. Et Est-ce que la star, c'est pas. Je dis ça en blaguant, mais j'allais dire, est-ce que la star, Kevin, c'est pas Kevin Looney? c'est la star dans son rôle, en tout cas. C'est la Incroyable. star dans son rôle. Incroyable, Kevin Looney. Mais on peut revenir sur sa perf. Hein. 3e match à Ouais. plus de 20 rebonds de la série. Et 3 victoires à chaque fois, c'est ça. À chaque fois qu'il a pris plus de 20 rebonds, ils ont gagné. 11 points, 21 rebonds, 4 passes. Et ce troisième carton invraisemblable où, comme je disais tout à l'heure, donc t'as Sacramento qui mène de 2 points à la mi-temps, tu te dis ça va être serré. Et là, t'as une orgie de rebonds offensifs pour les Warriors, 13. Lonnie qui mange sur la tête de Sabonis et des autres. Et paradoxalement, c'est une période où les Warriors ratent beaucoup de choses, et notamment des lancers francs dans tous les sens, que ce soit Curry, Thompson, Wiggins aussi. Et Kevin Looney qui est là en force stable, qui est jamais trop dans le. Qui surjoue pas, qui est pas théâtral, mais qui fait vraiment le job de manière exceptionnelle. Steve Kerr, à la fin du match, qui dit que c'est pour lui un des meilleurs pivots de la ligue. Comme ça peut paraître fou quand on repense à une époque où t'as Joel Embiid, Nikola Jokic et tout ça, et t'as Kevin Looney, mais en fait, il est parfait pour cette équipe. Il est pas pénalisant, tu peux le laisser sur le terrain, même en tant que big traditionnel. Il sait passer, il sait défendre, il sait prendre des rebonds. C'est un joueur clé. On s'attendait peut-être pas à ce que ce soit un joueur clé, sauf Théo, à qui on passe le bonjour, hein, qui nous prévient depuis 1992 que Kevin Looney est la réincarnation de Will Chamberlain. Mais oui, enfin, voilà, impressionnant, ultra précieux. Et il faudra rappeler peut-être en fin de saison, parce que là, on va pas encore faire le bilan de quoi que ce soit, mais au moment où ça partait vraiment en vrille, quand il y avait Jordan Poole, Draymond Green et tout, quand il y a eu ce qui s'est passé, ce qu'on sait qui s'est passé, il a fait partie de ces mecs qui ont gardé l'équilibre dans le vestiaire. Ça a été dit et redit par son flegme et son calme. Il a aidé avec Curry et d'autres à ce que ça parte pas en vrille, parce que dans plein d'autres vestiaires, je pense que ça se serait terminé d'une autre manière. Non, mais c'est vrai que toutes les grandes dynasties, et je pense que les Warriors font partie des grandes dynasties, quelle que soit l'issue de cette saison, ont des joueurs comme ça. Il n'y a pas que Jordan et Pippen. Tu vois, il y a les mecs autour. Il n'y a pas que Rodman qui serait éventuellement Draymond Green. Il y a Mm. aussi les Kevin Looney. Donc ça s'est traduit par des Luc Longley, des Horace Grant, des Steve Kerr, etc. pour les Bulls. Je pense que voilà, Kevin Looney, il fait partie des joueurs essentiels aux Warriors, à la fois sur et en dehors du terrain. Là, il a mis Sabonis dans sa poche. Ah ouais, c'était dur. Parce que Sabonis fait une bonne première mi-temps, hein. Mais par contre, après, Ouais. ouais, c'était terrible pour lui. On avait l'impression que Looney faisait 2,20 m et lui 1,85 m, quoi. Et, alors, c'est pas que lui, mais c'est-à-dire que c'est un All-Star et c'était un des meilleurs joueurs de la saison dans toute la ligue, hein. Il a été exceptionnel, Sabonis, cette saison. Et c'est pas un joueur qui est mauvais au rebond de base. Tu te dis pas, c'est son point faible. Et là, il était battu sur tous les rebonds, quoi. Pendant Et ce troisième quart-temps. les Kings, dans l'ensemble, en fait, à partir du moment où il y a eu. On a vu le manque d'expérience des Kings. Les Kings ont été épatants sur cette série. Mm. Je pense qu'il fallait une force mentale assez impressionnante pour gagner le Game 6 à Golden State, Ah à ouais, San c'est clair. Francisco, Mm. après avoir perdu 3 matchs de suite. Il y a évidemment plein de belles choses à tirer de cette saison des Kings et de ce premier tour de playoff. Je trouve que De'Aaron Fox a grandi, a mûri, est devenu un joueur que je n'aurais pas soupçonné, pour être Mm. honnête. Mais voilà, là, en fait, à partir du moment où les Warriors mettent de l'envie, quand il y a plus ce facteur mollasson suffisant, on sent qu'il y a quand même deux équipes qui sont pas encore, enfin, qui sont pas tout à fait
dans la même catégorie, il y a quand même une équipe qui est championne en titre et ça se sent. Évidemment qu'il y a un joueur légendaire, hein, Stephen Curry. Les Kings n'ont pas un joueur comme Curry. Et voilà, on a senti un peu le manque d'expérience. Respect aux fans des Kings d'ailleurs qui sont restés jusqu'au bout, qui ont continué à donner de la voix jusqu'au bout. Eux ne se sont pas éteints, mais leurs joueurs ont quand même subi la pression et ont été complètement assommés en fait. Bah, Ils ont été assommés par les rebonds offensifs, la défense et ça, il y a trois évidemment trucs. les paniers de Il y a Curry. trois trucs. Il y a cette phase où ils sont infoutus de prendre un rebond. Tu sais, enfin voilà, quand tu joues au basket, tu sais que c'est ultra démoralisant t'arrives même pas à en prendre un alors que t'es pas une équipe de district, quoi. Là, c'était fou. Les Warriors rataient et ils arrivaient à reprendre leur rebond. Il y a le panier à 3+1 de Klay Thompson à la fin toute fin du troisième quart-temps. Alors voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il est à 4 sur 19 sur le match. Et certains shoots qu'il a ratés, c'était du airball où ça tapait le coin du panneau. Enfin, c'était. Ah ouais, c'était vraiment. Donc il y a ça, tu sens que ça les a quand même bien démoralisés. Et puis derrière, le festival Curry, sans que ce soit que des shoots improbables, hein, il les a transpercés sur les drives avec des finitions simples, moins simples. Et puis, tu sens quand il prend confiance Curry, c'est-à-dire qu'il met un peu plus de chimie, de swag dans son jeu, tu vois, dans ses dribbles, il commence à faire plus de dribbles dans le dos. Voilà, ça se manifeste sur son visage, la façon dont il se comporte, et tu sais que c'est terminé quand c'est comme ça. Ah, c'est vrai, quand le gars commence à rentrer dans cette zone-là, tu peux plus faire grand-chose. C'est bien que tu aies souligné le drive. Il met 22 points dans la raquette, c'est son record personnel. Moi, c'est ce qui m'a le plus Mm. marqué. Stephen Curry est perçu évidemment comme un shooter, et c'est le meilleur shooter de tous les temps, mais son jeu va tellement au-delà. Il faut vraiment souligner, quand on parle de Curry, il faut penser aussi à son dribble, son aisance et ses finitions au lay-up. Et tu sais, à l'échauffement, il balance toujours ces espèces c'est même pas des flotteurs, je ne sais même pas comment on peut appeler ça, quand il lance la Son balle, truc à une main comme ça, là. les scoop lay-up, où il Ouais. balance la balle 10 mètres au-dessus de la couche d'ozone et ça redescend dans le cercle. Au final, c'est pas que du show, quoi. Ah Parce non, que bah non. hier, il met des lay-ups assez improbables, mais tu sens que c'est pas de la chance, en fait. Que c'est pas juste du talent, c'est aussi de l'entraînement. Tu sens qu'il y a des trucs qui travaillent. Alors, il rate quelques flotteurs, mais ça le rend tellement indéfendable. Les Kings ne savaient vraiment plus quoi faire. Après, voilà, on avait vu, de toute façon, c'était une de leurs limites sur les drives. Les Kings se faisaient ouvrir, si je peux me permettre, à chaque match. Mais là, vraiment, Curry, il a exploité ça au maximum. Derrière, ça lui a libéré d'autres espaces. Il met des tirs venus d'ailleurs, comme d'habitude. C'est une performance légendaire. Ouais. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que une fois n'est pas coutume, souvent quand la télé te propose des images mic top avec le micro au bord du terrain pour entendre ce que disent les gars, c'est pas souvent intéressant. Là, on a bien entendu Steve Kerr qui dit dans le quatrième quart-temps à Curry, t'inquiète, il nous reste 4 temps morts. Je vais en prendre un juste pour que tu souffles parce qu'on a besoin que ce soit toi qui mette tout, quoi. Ils savaient d'habitude. Enfin, Curry n'est pas un joueur qui est. Enfin, Curry aime quand ça circule, il aime aussi lâcher le ballon. Alors, il aime mettre des gros shoots et tout ça, mais il aime impliquer les gens. Il aime pas forcément prendre 38 shoots. Mais là, il savait, je pense. Ça part du speech. Dans le speech, il te dit venez, c'est moi qui vais conduire le bus. On va y arriver comme ça. Et je pense que Kerr avait accepté ça aussi. Il s'est dit bon bah, s'il faut que Steph mette 5 points ce soir, bah, on va tout faire pour lui donner l'énergie qu'il faut, c'est-à-dire quitte à prendre un temps mort juste pour qu'il souffle lui et sans qu'il y ait d'options tactiques à apporter, bah, on le fera. Et c'est ça qui est fou, c'est que les Warriors gagnent de 20 points, mais il y avait vraiment besoin des 50 points de Steph, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est évident que sur un match aussi important, les Warriors auront besoin d'un gros Steph. On sait que pour gagner, les Warriors ont besoin que Stephen Curry soit fort. Mais là, il n'y avait pas juste besoin qu'il soit fort. Je pense qu'il y a vraiment besoin qu'il mette 50 points, quoi. C'est presque, je dirais pas que c'est inquiétant pour la suite parce que la série contre les Lakers sera différente avec d'autres match-ups, une autre configuration, mais vraiment sur ce game set, il y avait besoin de 50 points de Steph et il a délivré 50 points. Est-ce qu'il n'est pas... Il sera bien l'occasion d'en reparler plus tard, mais je crois vraiment qu'il est plus fort qu'il l'a jamais été en fait. Alors peut-être ça dépend. Alors peut-être qu'il choisit un peu ses périodes entre guillemets, oui. Mais sur la variété de son jeu d'attaque,
sur le fait qu'il soit devenu un meilleur défenseur, plus actif, moins à Ah, c'est le risque. meilleur Curry, Je c'est le pense meilleur Curry qu'on qu'à a vu. à 35, enfin, à 35 ans, c'est ça qui est, c'est incroyable. C'est-à-dire que il y a aussi l'endurance, enfin, la répétition des efforts. Ça reste un joueur qui court énormément, qui est tout le temps dans le déplacement, qui se mange des prises à deux tout le temps. Enfin, c'est que des choses qui sont éprouvantes. Et je trouve ça remarquable. Il est probablement aussi fort, ouais, plus fort qu'il l'a jamais été, je pense. À voir sur la suite si ça va peut-être pas déboucher sur les mêmes choses que quand il était un peu moins fort, entre guillemets, mais c'est exceptionnel. En tout cas, on avait fait un podcast sur la place de Stephen Curry dans l'histoire, ou c'était un late session, je suis désolé, j'ai un petit trou, mais on a parlé de C'était ça. dans la session, ouais. Ah, c'était dans la late session, donc malheureusement, ah, ok, bon, bah, ça casse mon truc, j'allais dire, n'hésitez pas à le revoir, mais ça sera peut-être le sujet d'un podcast, On du en coup. refera un, on Du en coup, refera un. je pense qu'il y a vraiment moyen d'évoquer tout ça. C'était vraiment un match légendaire. On va passer peut-être à un autre match qui a eu lieu samedi soir. Pour le coup, Ouais. les Nuggets ont donc battu les Suns 125-107 sur cette première manche. Les Nuggets m'ont fait forte impression, je ne vais pas te le cacher. Je trouve que cette équipe de Denver a vraiment, vraiment la dégaine d'un candidat au titre ou vraiment au moins au final NBA. Leur première place à l'Ouest est vraiment pas volée, quoi, et ça s'est senti sur ce premier match. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis Je ravi sais que que tu... toi, tu es un partisan. Voilà, je suis ravi que tu dis ça parce que justement, dans la League Session, on avait fait notre classement, notre tier list des équipes des Ouais, prétendants au titre. Et Benjamin et toi, vous les aviez mis un cran en dessous. Moi, je les avais mis, ouais. voilà, tier S. Pour moi, ils faisaient Le partie avec, favori indiscutable, quoi. voilà, Parmi les favoris. avec Boston et Milwaukee. Salut aux Bucks qui sont à Cancun pour l'instant, mais sinon Denver, voilà, je les sentais. Alors, il fallait une configuration bien précise pour ça, qu'on a malheureusement pas pu voir ces dernières années parce que Jamal Murray était blessé. Mais là, maintenant qu'il est là, qu'il joue à ce niveau-là, qui est, je pense, en étant optimiste, son vrai niveau ou le niveau qu'il est capable d'avoir euh, de façon constante. Je pense que ouais, les Nuggets peuvent très bien aller au bout et on l'a vu, c'est qu'un match, mais ils ont pris ce match contre les Suns qui sont quand même une armada incroyable. Ils l'ont pris par le bon bout et du début à la fin, ils m'ont semblé supérieurs en fait. Ils ont joué comme il fallait, sans que Jokic ait besoin de mettre 40 points, sans trembler en fait. Je trouve qu'ils ont vraiment, ils ont fait Ouais. ils ont eu le bon comportement. Quand c'est fou parce que encore une fois pour revenir sur le côté mic top de la retransmission télé, il y a un temps mort au début du troisième quart-temps où Michael Malone, donc je sais pas, il y a peut-être 2 ou 3 possessions de jouer, il y a 2-0 pour les Suns, donc il s'est rien passé pour ainsi dire. Il prend temps mort et il est fou de rage en disant si vous voulez aller au bout et gagner le titre, on est là pour gagner le titre, alors en gros vous allez jouer autrement, il faut faire ça, ça, ça. Et tu sens que le gars, il sait qu'en face, il faut pas prendre ça à la légère et que si tu leur laisses la moindre marge de manœuvre, ils vont revenir. Et j'ai bien aimé ça. Et derrière, ça, ils ont répondu et je les sens. C'est un peu cliché peut-être, mais je les sens en mission et concentrés vers l'objectif, Ouais. tu vois. Non, mais si clairement, j'ai la même impression sur les Nuggets, sur le côté ambition. Euh, Tu sens qu'il y a un objectif, ils sont concentrés là-dessus, ils vont pas s'éparpiller. Je ne dis pas qu'ils iront au bout, je ne dis même pas qu'ils battront Phoenix sur cette série, mais tu sens qu'ils ne vont pas s'éparpiller, quoi. S'ils perdent, ça sera pour d'autres raisons, mais ça ne sera pas un manque d'envie ou de concentration. Je les ai trouvés vraiment très, très concentrés, justement, même sur le premier quart-temps qui est serré au final. Mm. Phoenix est devant de 1 point à la fin du premier quart-temps, avec des paniers très durs marqués par Durant et par Booker déjà. Mais tu sens qu'il y a. C'est là justement où tu sens qu'il y a un peu plus de. Déjà, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique et il y a presque plus de facilité. La balle tourne mieux. Alors évidemment, les joueurs se connaissent mieux, hein. C'est presque une opposition. Tu as d'un côté un fort collectif qui est sublimé par des individualités, hein, que ce soit à la fois Jokic ou Jamal Murray. Jamal Murray qui était énorme sur ce match. Et de l'autre côté, c'est beaucoup d'isolation parce que voilà, on ne se connaît pas encore parfaitement et on va beaucoup se reposer sur le talent de Kevin Durant et de Devin Booker. Mais j'ai trouvé que là, vraiment, sur ce match, les Nuggets étaient au-dessus, même si au final, malgré l'écart, ça ne se joue peut-être pas à tant de choses que ça. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait une maîtrise assez, je n'irais pas jusqu'à dire impressionnante, parce que le mot serait un peu fort, mais presque de la part des Nuggets. Ouais, c'est ça. Et puis, je veux dire, les Suns n'ont pas trouvé le moyen de limiter Jamal Murray. Il y avait personne pour défendre correctement sur lui en face. Ça va Euh, être une clé de la série, ça. Ça va être une clé de la série. Chris Paul est en difficulté. En tout cas, sur ce match-là, il était en grosse difficulté.
il a pesé ni en attaque ni en défense. KD et Booker, enfin, je veux dire, ils ont fait leur match. Si on te dit avant le match que les deux ils vont shooter à 12 sur 19 pour KD et 10 sur 19 pour Booker, tu te dis bon bah c'est que ça va, c'est que ça, ils ont pas eu besoin de mettre 45 points. Ils font 29 et 27 points, hein. Sauf que Ouais. KD perd 7 ballons, quasiment la moitié des ballons de l'équipe Une perdus. seule passe pour Kevin Durant d'ailleurs. Ouais, bah, c'est pas anodin, et 8 pour Booker. Mais en gros, les deux sont pas passés à côté de leur match, parce qu'on pourrait se dire, s'il y a défaite, c'est que les deux stars n'ont pas été. Mais non, je trouve ils ont été corrects, quoi. Et c'est plus bah, au niveau des efforts fournis par DeAndre Ayton, dont tu avais relayé la vidéo sur le site, où on le voit observer alors qu'il est à 30 cm de l'action, les mecs se battent au rebond, et le mec fait 2 mètres, 2 mètres 10 et il les regarde. Il se bat pas pour aller au rebond, enfin c'était assez sidérant. C'est ça, plus le fait qu'ils n'ont pas trouvé de cinquième larron qui est capable de peser, comme l'avait été Torrey Craig sur la série précédente. Là, Monty Williams a mis Josh Okogie dans le 5, ça a pas, pour des raisons de match-up, mais ça n'a pas trop fonctionné, et Torrey Craig a pas non plus pesé en sortie de banc. Donc c'est un match sur lequel les Suns ont un peu traversé comme ça sans panache, quoi. Pour Ayton, j'ai envie de revenir sur Ayton. J'ai l'impression qu'il n'a pas le feu en lui, en fait. Mm. C'est un joueur que je trouve très talentueux, qui est physiquement dominant. Si on lit juste ses stats à Ayton, que ce soit sur le match de samedi, pardon, il fait 14 points, c'est trop bon, ou que ce soit sur d'autres matchs tout au long de la saison, si on lit juste ses stats, on voit un joueur propre. Mm. Mais je trouve que s'il avait la passion, par exemple, de Kevin Looney, personne n'arrêterait Phoenix, en fait. S'il arrivait à jouer avec la même intensité, c'est pas qu'il se bat jamais, il y a des moments où il va aller au charbon, mais c'est pas constant. Il n'y a Mm. pas un truc en lui, tu vois, on parle d'être en mission. Je pense que lui, il faut vraiment qu'il capte l'impact énorme qu'il peut avoir sur les Suns. Il est jeune. Tu vois, Booker, par exemple, il se cache vraiment pas, quoi. Sur chaque possession, il est à fond. C'est pas le meilleur défenseur de la ligue, Booker, mais Ouais. il fait les efforts, quoi. Il est là des deux côtés du parquet. Et lui, il est en mission. Si Ayton, il arrive à vraiment s'imprégner de cet état d'esprit et à capter que si lui fait la même chose, Phoenix euh, peut aller chercher une bague, c'est quand même l'objectif en tant que joueur NBA, surtout quand tu es dans cette position, quoi. C'est, bien sûr, tu es là pour faire une carrière, une belle carrière, mais enfin, les gars aspirent quand même à gagner des titres. Et lui, pour le coup, il est dans une équipe qui peut gagner un titre. Et je pense vraiment qu'il faut qu'il y ait une remobilisation. Je ne sais pas qui peut. Est-ce que Monty Williams, son message va passer auprès de lui? Est-ce que ça peut venir de Booker? Est-ce que ça peut venir de Durant? Est-ce que ça peut venir de Chris Paul? Je ne sais pas, mais je pense qu'il y a là une vraie clé. Il y a ça et comment défendre Murray. Murray qui a été énorme, qui met 2-3 points Mm. décisifs dans le quatrième quart-temps d'affilée, qui met des tirs très difficiles. On ne va pas se mentir, je ne suis pas sûr qu'il mette toujours ses points. Mais là il a été le différence maker en fait pour les Nuggets. Ouais, dans un match où Jokic, alors si tu regardes que les stats et que tu regardes pas du tout le match, tu te dis ah, Jokic a été incroyable, 24 points, 19 rebonds, 5 passes. Ouais. Bon, 9 sur 21, c'est pas forcément du pourcentage Jokicesque pur et Ouais. dur, mais tu peux te dire il a été fantastique, c'est lui qui a dominé le match, mais non en fait. C'est-à-dire Ouais, c'est Murray qui. c'est Murray vraiment qui galvanise tout ça, et Jokic qui est là en accompagnement, et c'est super. Jokic lui-même a dit en ce moment Jamal c'est notre meilleur joueur, et on le suit, quoi. Et savoir que Jokic n'a enfin, pas besoin de faire des matchs gargantuesques, déjà, ça veut dire que le collectif tourne bien, et c'est comme ça que c'est la meilleure version des Nuggets, finalement. Et ça n'exclut pas la possibilité que Jokic sorte un match monstrueux à un moment, parce qu'il y a besoin de le sortir, et qu'il finisse à 47 points, 24 rebonds et 13 passes, tu vois. Je dis Ah ouais, ça, c'est. je dis ça mais c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment tous les Nuggets ont été bons, le banc a été bon, Bruce Brown très intéressant, Aaron Gordon a été une Aaron facteur X Gordon aussi. très Énorme. moi en tant que fan d'Orlando qui a été frustré pendant des années qu'Aaron Gordon qui était coincé entre deux statues, là je le trouve vraiment super à Dans Denver. le rôle idéal à Denver. Voilà, Michael Porter Jr. Qui avait pas mal de pression, vu son talent offensif, tu peux te dire qu'il a besoin de faire plus, sauf que non, il fait les choses là dans ce match-là en tout cas, et sur la série d'avant, il est là au bon moment quand il faut. Il défend correctement, ce qui est déjà plus que ce qu'on espérait de lui. Et non, là, ce premier match, je veux dire, si ça doit être, c'est un match référence pour les Nuggets, je pense. Sur cette série, s'ils peuvent refaire à peu près la même chose à chaque fois, il leur arrivera pas grand-chose à mon avis. Non, non, clairement, ça, c'est un match référence, je suis d'accord. Euh, pour les Suns, en fait, ce que j'attends maintenant,
Kevin Durant ne peut pas laisser Jamal Murray être le meilleur joueur de cette série. C'est pas possible. À un moment, enfin, c'est pas possible. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je dis que Kevin Durant ne peut pas se permettre. Je trouve que Durant, évidemment, il arrive dans une équipe, il doit s'intégrer, hein, même si c'est un joueur qui s'intègre facilement de par son profil. Il y a quand même une adaptation qui est nécessaire. C'est qu'il a joué que 14 matchs avec les Suns et ils en ont gagné 12. Donc, ça marche déjà bien. Mais je pense que là, Kevin Durant, il ne peut pas juste, entre guillemets, se contenter d'être dans le flow. Alors, c'est exagéré de dire ça comme ça parce que voilà, il marque 29 points. Ça reste Kevin Durant, il est très fort. Voilà, on a vu hier Curry prendre les choses en main pour les Warriors. Si Kevin Durant, il a encore ça en lui, c'est maintenant. Je pense que là, les 2 prochains matchs sont vraiment très importants pour Phoenix. Kevin Durant, il doit prendre le jeu à son compte, comme si c'était son équipe. Même si ça l'est pas vraiment. Mais en tout cas, voilà. Je suis Kevin Durant. J'estime être le meilleur joueur de basket sur le terrain quand il y a tous ces gars-là. Je vais le montrer. Et derrière, ça va libérer tellement d'espace pour Booker. Booker qui est de façon fantastique sur ses playoffs, qui lui aussi derrière peut cartonner et profiter encore plus des espaces que peut créer Durant. Mais voilà, je pense que Durant, voilà, pour l'instant, il faut un peu cette perf à 40-45 points, un bon match comme ça, les I am him, que maintenant qu'on entend partout, qu'on sort à toutes les sauces. Je pense que Kevin Durant, il a besoin un peu d'un match comme ça avec les Suns, histoire de mettre les Nuggets sous pression aussi. Ça peut changer vraiment beaucoup de choses. Un grand Kevin Durant peut te faire pas. Les Suns ne seront pas parfaits sur toute cette campagne de playoffs. Tu peux leur trouver plein de lacunes, mais ils ont tellement de talent que. Alors, c'est plus dur de se dire qu'il faut miser toujours sur tes stars, hein, sur des cartons individuels. Généralement, tu te dis que ça ne peut pas aller au bout et ça sera sans doute une de leurs limites, mais s'il y a des grosses perfs, ça peut au final défier toute la logique de construction d'équipe, etc., etc. Et je pense que là, les Suns, ils ont besoin d'un gros Kevin Durant. Ouais. Et Kevin Durant qui doit dire I'm him et Jimmy Butler qui dit I'm himmy. Je sais pas si tu avais vu sur la série précédente. Je pense que la transition est toute trouvée. C'est parfait. On peut parler effectivement du Heat qui a battu les Knicks 108-101 avec un Butler qui s'est d'ailleurs blessé à la cheville mais qui a continué à jouer. Le Heat surprenant. Je vais te laisser la parole. Je sais que tu penses effectivement tout le bien que tu peux penser de Miami, et notamment de leur capacité à s'adapter d'une série à l'autre en changeant de style. Mais c'est ça, c'est du Spoelstra, encore une fois. J'ai l'impression de faire l'éloge d'Eric Spoelstra à chaque fois, mais ça me semble mérité. C'est-à-dire que sur la série du premier tour contre les Bucks, et ce qui leur a permis aussi de se qualifier, ils ont marqué 124 points par match. Donc c'était une série d'attaques qu'ils ont remportées avec des cartons incroyables de Jimmy Butler qu'on a tous vus et pour lesquels on a tous vibré à part les fans des Bucks. Bah, là, on pouvait te dire, est-ce qu'ils vont pas encore demander à Butler de mettre 50 points, de jouer l'attaque à fond? Bah non, ils se sont adaptés. C'est un match de possession, comme avait dit Spoelstra. Et il fallait pas perdre la bataille du rebond de façon trop démonstrative. Alors ils l'ont perdu statistiquement, ils ont pris moins de rebonds que les Knicks, mais ils se sont pas fait dévorer et ça n'a pas été constamment sanctionné. Le Heat s'en est remis à des bonnes vieilles recettes. C'était pas simple en première mi-temps. Les Knicks étaient très intéressants et bien disciplinés en première mi-temps. À tel point que je pensais que ce premier match leur échapperait pas. Sauf que Miami est du genre increvable, impossible à endormir. Et puis, comme je disais, ils s'en sont remis à de vieilles recettes, de la défense, de l'efficacité offensive avec Butler notamment, qui a mieux joué en deuxième. Peut-être pas ultra matinal, Jimmy Butler, parce que le match était un peu tôt là-bas quand même. Tant qu'il avait peut-être pas pris son café encore. Attends, en même temps, je sais pas si tu as vu ça, mais la nuit d'avant, il vient faire un entraînement à je sais pas quelle heure. Oui, c'est ça. Et ça c'est un truc qui m'agace, je tiens à le dire. Alors pas chez Butler, mais chez tous ces mecs-là, depuis Kobe, je vais m'entraîner en pyjama au début, c'était 5h du mat, puis ça a été des 4h du mat et des 2h du mat. Mais n'importe quel coach ou préparateur physique te dira que c'est une énorme connerie, en fait. C'est complètement débile. Tu as juste besoin de te reposer. Alors peut-être que ça marche pour certains mecs, mais du coup, Butler, il va s'entraîner à je sais pas quelle heure et le lendemain, il a un match tôt. Enfin bon, après lui, ça marche pour lui, il a déjà prouvé. Lui, c'est pas. Un truc qui m'échappe. Il y en a pour lesquels c'est peut-être un peu théâtral et justement pour se dire, ouais, je me revendique de la Mamba mentality et tout. Pour Butler, j'ai l'impression que c'est plus une seconde nature parce que dans la bulle, déjà, il faisait ça. Le service de sécu, ils avaient dû venir dans sa chambre parce qu'il driblait à 3h du mat dans sa piole. Enfin bon. Toujours est-il que
c'est même pas spécialement Butler qui a renversé le match en faveur du 8. C'est plein de petites choses comme ça. Kyle Lowry qui a été incroyable, qui est en train de Ouais, ressusciter au-delà des très beau match statistiques, de Kyle Lowry. qui est dans la combativité, il se jette partout. 4 contre, 18 points, 6 passes en 30 minutes. Enfin, on retrouve du très très bon Kyle Lowry qui a pris le dessus en fait sur Jalen Brunson sur les minutes sur lesquelles ils ont été opposés. Brunson qui a pas fait son meilleur match de la série, malgré des stats très très correctes. 25 points, 7 passes, 5 rebonds, mais 5 pertes de balles à quasiment 50%. Il a lui-même dit qu'il avait été horrible. C'est un peu Il dur, a mais raté tous ses tirs à 3 points en fait. ouais, c'est 7 ça. tentatives, 7 ratés. 0 sur 7. Et vu qu'il a mis des 3 points importants par le passé, depuis qu'il est au Knicks, c'est peut-être ça qui a posé problème. Mais ouais, non, le hit, des petits trucs, des phases où Kevin Love enchaîne les super passes laser de l'autre côté du terrain ou les 3 points. Voilà, plein de choses comme ça qui font que Gabe Vincent, je pense à Gabe Vincent qui est dans l'équipe depuis quelques temps déjà, mais qui continue d'être surprenant parce il tremble pas, quoi. Il met 20 points. Alors, il a pas toujours l'adresse, mais quand il faut, il est là. On parle même pas de Bama Debayo qui traverse, enfin, je l'ai pas trouvé très très fort sur le match, mais bon, ça a pas pénalisé le hit plus que ça. On pouvait se dire qu'il serait crucial face à la domination sur le rebond au rebond d'Enix, mais ils ont même pas eu forcément eu besoin d'un grand Adebayo. En fait, ce qui est étonnant, c'est que c'est dur de cibler exactement quel joueur, plutôt si on veut cibler des Mm. joueurs, c'est dur de cibler lequel a vraiment eu un impact, parce que j'ai l'impression que c'est un ensemble. Ouais. C'est-à-dire que en première mi-temps, les Knicks se baladent dans la raquette du hit, ils marquent 40 points dans la raquette, et après, il y a le hit a mis le verrou. On verrouille complètement la raquette en défense, donc c'est vraiment un ensemble. Et là, les Knicks sont obligés de prendre beaucoup de tirs extérieurs. Il y a eu beaucoup de tentatives à 3 points. Mm. Et ils ont manqué énormément d'adresses. 7 sur 34 à 3 points pour les Knicks. Je pense que là, c'est la stat du match concernant New York. Ouais. Il y a le 0 sur 7 de Bronson, 0 sur 4 de Hart, 1 sur 5 pour Barrett, dont on pourra reparler. Il a été bon, Barrett. Mais voilà, au final, 3 paniers à 3 points de plus pour être juste ne serait-ce qu'à 30%, donc ce qui n'est même pas dingue. Et tu as le match, et le match il est gagné pour les Knicks. Donc je pense qu'il y a eu un manque d'adresse extérieure terrible à partir du moment où Miami a fermé la raquette. Mais bon, pardon, je reviens sur Barrett. Du coup, Barrett, qui peut-être était le meilleur joueur de New York hier, Ouais, il a largement. 26 points, 9 rebonds, 7 passes. Très intéressant en première mi-temps, en confiance. Il est plus à l'aise en fait quand il n'y a pas Randle. J'ai Ouais. l'impression plus d'espace, plus d'opportunités pour lui, quoi. Ouais, Randall qui était pas là, touchait la cheville depuis le dernier match. Et c'est vrai, et là, on retrouve un joueur qui pendant la saison a semblé un peu effacé, troisième option, où l'équipe avait pas forcément besoin de ses points, où ça reposait beaucoup sur Brunson et Randall. Euh, Là, sur la première mi-temps, je l'ai trouvé excellent et c'est pour ça que je suis presque déçu, même si sa ligne de stats est bonne. Encore une fois, si tu regardes pas le match, tu te dis 26 points, 9 rebonds, 7 passes à 50%. Je veux dire, c'est un très bon match à ce niveau-là, en playoff, c'est super, mais en deuxième mi-temps, il a eu du mal comme les autres Knicks et c'est juste qu'un peu dommage. Mais par contre, ça a vraiment été le meilleur. Et quand tu te dis qu'il a ce potentiel défensif, qu'il arrive à montrer que globalement, depuis le début de sa carrière, on sent il est capable de défendre fort et que c'est juste l'irrégularité offensive qui fait qu'on est un peu sceptique sur son cas, bah, quand tu le vois jouer comme ça, demi-finale de conférence, 26 points à 50%, tu te dis tu sais, ça peut être une sorte de parcours Ouais, à la Andrew Wiggins un peu, où on s'est toujours dit tout qu'il à avait fait. ce potentiel-là et qu'il a mis un peu de temps, lui a fallu une équipe en particulier pour se mettre en valeur. Bah, en tout cas, il est intéressant et il progresse d'une certaine manière, même si peut-être c'est pas flagrant aux yeux de tout le monde, mais je trouve qu'il progresse et c'est super pour lui et pour les Knicks. Après, je sais pas si toute la série va pouvoir faire ça, mais donner 7 passes décisives, c'est-à-dire c'est pas un pass first player, RJ Barrett, tu vois. Je trouve qu'il a vraiment beaucoup de cordes à son arc et quand sur toute la première mi-temps, on l'a beaucoup vu. C'est dommage qu'on l'ait pas vu sur tout le match, mais il méritait au moins qu'on le mette, qu'on lui tire un peu notre chapeau là-dessus. Moi, j'aime beaucoup la comparaison avec Wiggins. Alors, en plus, il y a plein de enfin, c'est deux ailiers, deux top picks, deux Mm. joueurs très forts avant d'arriver en NBA, considérés comme des futurs superstars de Canadiens originaires de Ouais. Toronto. Il y a beaucoup de points communs d'affiliation. Et je suis d'accord, moi je pense il a quelque chose. Ça peut être un mec qui se révèle sur le tard dans un rôle un peu moins grand que celui qui lui était annoncé. Je pense que voilà, R.J. Barrett, ça sera jamais la superstar d'une équipe qui joue le titre. Par contre, si comme Wiggins un jour il se retrouve en troisième, et encore Wiggins aujourd'hui offensivement c'est le deuxième meilleur joueur de Golden State, mais Ouais. en troisième joueur ou quatrième, troisième, quatrième d'une équipe,
ça sera très, très, très costaud. J'aime beaucoup ce joueur au final. Je pense qu'il n'est pas toujours, il n'a pas toujours à New York, c'est pas facile de se développer. Là, il est dans une bonne équipe. Il contribue vraiment et ça peut être un facteur X. Chaque bon match de Barrett, bon là, ça s'est pas traduit par une victoire, hein, comme tu l'as dit, en deuxième mi-temps, il a souffert. Mais je pense que chaque bon match de Barrett est une mini-victoire morale, ou en tout cas au moins pour les Knicks. Et ce sera quelque chose à suivre. J'espère qu'il va faire une belle série. En tout cas, on est parti pour avoir une belle série. Voilà, la dernière fois que les Knicks et le Heat se sont rencontrés en playoff, c'était en 99. C'était une série défensive et bagarreuse. Mhm. Là, on risque d'avoir au moins ce côté défensif. Ça promet, peut-être pas sur tous les matchs, mais ça a donné le ton ce premier match. Ouais. Ça a donné le ton et en tout cas, il y a alors le deuxième tour de playoff, hein, ça continue. Ce soir, il y a 2 matchs. Il y a le Celtics contre les Sixers, duel très attendu, premier match game 1 de l'autre demi-finale de conférence à l'Est, peut-être sans Embiid. Je ne sais pas si c'est du bluff, pas du bluff cette histoire, mais il y a moyen que Joel Embiid ne joue pas. Et il y a le game 2 entre les Suns et les Nuggets, toujours à Denver, en altitude, pas facile d'aller jouer à Denver. Match déjà très important pour Phoenix. Et nous, on se retrouve évidemment demain pour débriefer tout ça sur Basket Session. Alors, exceptionnellement, pas de podcast aujourd'hui. On sait que d'habitude, c'est le lundi. Exceptionnellement, il sera demain le podcast et la late session sur Twitch le soir. Donc voilà, grosse journée demain sur la chaîne, sur les chaînes Basket Session Reverse. Et en attendant, salut à tous. Ciao.